To put it a little bit into Alors, context, on the va world tout is d'abord parler du contexte. has a Donc, climate le problem. monde Unfortunately, doit faire face more à un and more problème countries are climatique moving et towards malheureusement, de plus en renewables. plus de pays So doivent now faire face à ce problème. 70% of global 70 à 80 CO2 emissions d'émissions belong de to CO2 à countries travers le monde that have committed to sont des net émissions de zero pays emissions qui se by sont mid-century. engagés à des And émissions net zéro these net zero emissions avant are obviously 2050. linked Ces émissions to net 1.5 zéro degree sont cohérentes avec this l'augmentation de 1,5 degré, now une let's augmentation look de la at température. net zero in Alors, essence. le net Net zéro, zero c'est is pour tous les obviously secteurs, la net génération zero in d'énergie, mais energy sectors, également and that d'autres also secteurs, includes transport, and y therefore compris that le also transport, includes et shipping. donc cela implique également la navigation The et shipping l'expédition. sector is Le secteur de l'expédition anyway undergoing significant changes voit in des terms of its changements considérables fuel mix. actuellement concernant son As utilisation de combustible polluting bunker fuel is being parce que le fuel bunker polluant fuel des also refers to pétroliers LNG. est petit à petit remplacé par So le we are at the GNL. moment to also Donc look c'est into le how to find bon moment solutions pour around révisiter les carbon. solutions de There décarbonisation, are donc a des lot of solutions different sans carbone. Il y a beaucoup d'activités dans activities ce moving secteur. faster than some of the other sectors C'est un secteur de transport qui va très vite, plus vite and que les we autres also secteurs. participate in the Et Getting to Zero Coalition for Shipping donc, il y a process. également une coalition d'expéditions qui œuvre dans ce We sens. issued last week our World La Energy semaine dernière, Perspective. So nous our avons one and a half publié notre degree scenario. perspective de transition And mondiale. Donc, notre scénario a été let's say, publié, system le level scénario de la coalition from à that laquelle je fais study that I partie. want to bring into Et il y a discussion. certains points soulignés dans cette First étude of all, que j'aimerais we partager avec see vous. a Tout d'abord, significant role nous for voyons un rôle bioenergy and in particular important pour biofuels la in the bioénergie future. et les combustibles liquides So bio pour for our l'avenir. members, Selon the nos sharing of membres, les membres de la bioenergy coalition, le covering partage de la bioénergie dans l'énergie from primaire 30% today to peut 25% augmenter de 12 à by 13 2050. à 25 And pour within that, 2050. around Et dans ces chiffres, 7% à peu of près final 7% energy will be d'énergie finale renewables. So really a proviendra de significant growth biocombustibles liquides. for liquid Donc, il y a biofuels un going besoin de forward. croissance fort There dans ce will domaine be de competition biocombustibles liquides. for Bien sûr, il y aura de la concurrence because pour in ces the navigation, biocombustibles. in the On peut les utiliser pour transportation, la in the navigation, logistics, pour les etc. camions, pour So les we matières think premières, that etc. Donc, il this faut will go up. réfléchir de manière euh, Another très opportunity of très synthetic fine. fuels that is Il y also a being également les investigated combustibles are synthétiques. shipping, Donc, ceci we'll concerne come to également that la in a moment. navigation et on There are va a number of en options venir sous peu. available. Donc, il y a plusieurs options, si vous voulez, qui Now, sont disponibles. the shipping sector Alors, le secteur accounts des for around expéditions 10 exajoules représente of à peu final energy près demand, as you 10 can see on the exajoules lower de la graph. demande énergétique. Donc, c'est ce qu'on voit One-third sur le of graphique. energy use Et is donc, within shipping. l'activité, l'utilisation Here you d'énergie get va augmenter. reference scenario of possible place. On a des scénarios de référence qui ont été In définis. one and a half degree world, Donc, with dans ce monde temperatures, etc. d'augmentation de Probably we have 1,5, a slight il decline faut in des mesures d'efficacité. On activity pourra increase peut-être in voir un efficiency. déclin léger It's parce still qu'on aura fait des gains 10 exajoules d'efficacité. of final energy Donc, 10 exajoules compared to d'énergie the finale par global rapport final energy use of à around une utilisation 50. So énergétique we're talking de something in the order of 500. 3% Donc, on parle de depending on how much we 3%. share in Et CO2 emissions. également la proportion d'émissions de There are a CO2 number qui est of concernée. clean Alors, il y a shipping fuel plusieurs options available. possibilités de combustibles propres There is pour ammonia, l'expédition. green Il y a ammonia produced l'ammoniac from vert renewable produit à partir electricity d'électricité in combination renouvelable with en electrolysis of water association to avec produce green l'électrolyse de hydrogen, as l'eau you can pour see by the produire de green l'hydrogène arrow, vert, donc or converti CO2 ensuite en ammoniac from vert ou en ammoniac bleu. C'est liquefied produit à partir de gaz naturel, Then there naturel is grâce au renewable methanol, CCS. again, Après, il y a le méthanol renouvelable transport is another option basé sur la to biomasse produce ou alors on peut produire ce from méthanol
à partir d'hydrogène et de CO2. Donc, voilà, c'est le e-fuel, le e-combustible. Il y a d'autres biocombustibles, donc le biométhane, par exemple, et d'autres liquides. Donc, toutes ces possibilités, toutes ces options sont en train d'être discutées. Il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu pour choisir le bon combustible. Donc, il y a le coût, la toxicité, les normes, par exemple, et la disponibilité. On doit dire également que la discussion et les solutions pour des navires océaniques sont différentes par rapport aux navires côtiers et aux ferries. Pour cette dernière catégorie qui couvre de courtes distances, l'hydrogène et les piles sont des solutions convenables. Mais pour l'instant, ces solutions ne conviennent pas aux grands navires océaniques qui parcourent de grandes distances. Par rapport à l'utilisation d'énergie directe, il y a également des possibilités éoliennes qui sont déployées, qui peuvent réduire la demande de combustible de 20%, mais on ne peut pas les utiliser comme remplacement à 100%. Donc, il y a des évolutions dans ce secteur, il y a des changements et dernièrement, la coalition voulait a fait un appel de 0,5% pour l'avenir. Donc, la vie des navires est assez longue. Si on veut net zéro en 2050, il va commencer à utiliser les navires net zéro. Il faut les faire rentrer dans les flottes en 2030. Alors, les options qui sont disponibles, donc les solutions, il y en a trois, les biocombustibles, le méthanol renouvelable, l'ammoniac vert, et je vais passer en revue ces trois possibilités sous peu. Et comme je l'ai dit, il y a un autre aspect à prendre en compte. Il faut regarder tout cela du point de vue des systèmes. D'autres secteurs sont en concurrence pour les mêmes ressources et cela peut limiter la disponibilité et cela peut impacter également le prix. Donc tout d'abord, on va parler des biocombustibles. Donc c'est assez simple d'utiliser un biodiesel ou un diesel renouvelable dans des moteurs traditionnels. Bien sûr, la disponibilité est un facteur limitant. Donc, on a des plantations dédiées, il n'y a pas beaucoup de rendement et il y a des huiles combustibles également qui peuvent être explorées et utilisées. Et puis, il y a d'autres types. Donc, il s'agit de produits liquides qui peuvent être produits à partir de biomasse lignocellulosique, y compris des résidus. Il y a également des évolutions dans ce domaine et moi, je vais me concentrer sur l'un d'eux et c'est le méthanol. Donc, il y a toutes ces discussions sur ce que c'est que cet impact d'émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on voit sur le graphique. Donc, il y a plusieurs chiffres qui sont disponibles. Il faut faire attention. Donc, on parle d'émissions de CO2. Il y a les aspects économiques également qui sont importants, qui sont problématiques et les coûts sont plus élevés par rapport à des produits pétroliers traditionnels et on ne sait pas comment ces coûts vont évoluer à l'avenir. Alors, je vais me concentrer sur un combustible intéressant qui attire beaucoup d'attention, c'est le méthanol. Le méthanol est un produit chimique. C'est un produit chimique qui a eu beaucoup de croissance dernièrement, au cours des dernières années, donc 200 millions de tonnes par an.
C'est utilisé comme produit chimique, mais c'est utilisé également comme un combustible, surtout en Chine. Et le méthanol peut être utilisé dans les navires océaniques. Il y en a une cinquantaine en fonctionnement actuellement. Aujourd'hui, le méthanol est produit à partir de gaz naturel et du charbon, mais on peut le produire également de manière carboneutre en tant que biométhanol ou en tant que e-méthanol, le e-méthanol. Donc pour le biométhanol, il y a plusieurs possibilités de production. On peut faire de la gazéification de déchets municipaux solides. On peut le produire comme un sous-produit de résidus de pâte de papier ou alors on peut le produire à partir de biométhane. Dans tous ces domaines, il y a des évolutions, il y a des développements. Ça coûte 2 fois plus cher que le méthanol traditionnel, mais on s'attend à ce que les coûts, soient réduits à l'avenir lorsqu'on fait une mise à échelle. On a fait un rapport dédié là-dessus. Vous pouvez, trouver ce rapport sur notre site, le site de la coalition. Donc la deuxième idée est basée sur l'ammoniac. L'ammoniac, aujourd'hui, est un bien chimique principal, 200 millions de tonnes par an. C'est produit à partir de gaz naturel et à partir de charbon, mais on peut également le produire de manière carboneutre. Et donc, soit on va le capter le CO2 dans les gaz naturels, on va ensuite le stocker, ou alors on peut produire de l'ammoniac à partir d'hydrogène vert. Donc l'ammoniac bleu, donc on a 5 millions de tonnes de CO2 captées à travers le monde actuellement. On peut également produire de l'ammoniac à partir d'hydrogène vert. Donc, c'est une nouvelle évolution. On annonce des mises à échelle en Arabie Saoudite. Il y a également des plans euh, qui parlent de 300 millions de tonnes. Ça, c'est pour le Chili. Et il y a des développements également en Australie. Donc, il y a beaucoup d'intérêt dans ce domaine. Et actuellement, les coûts sont déterminés par le coût de l'hydrogène vert. Actuellement, c'est 2 fois plus cher que l'ammoniac traditionnel, mais les coûts d'hydrogène vert sont en décroissance et on va voir la même chose pour l'autre produit. Il y a plusieurs navires qui sont en cours de construction actuellement. Il y a pas mal d'expériences avec les pétroliers alimentiers à l'ammoniac, mais voilà, c'est une tendance actuelle. Et le moteur dans ce domaine, c'est la réduction de coûts en termes d'hydrogène vert qui est motorisé par l'électricité renouvelable. Donc, on s'attend à des baisses de 4,5 $ par kilo d'hydrogène, peut-être moins. Donc, c'est assez attractif, on va dire, l'utilisation de cet ammoniac vert. Donc, il y a beaucoup d'attention focalisée sur ce produit actuellement. Alors, un des défis qui existent, c'est que à la fois pour le méthanol et pour l'ammoniac, il y a une molécule et on ne voit pas comment elle a été produite. Donc, on ne sait pas s'il s'agit d'un combustible propre ou s'il y a eu beaucoup d'émissions. Donc, on doit également développer des biens verts, pardon, des systèmes de certification pour les biens verts, pour les produits verts et pour les systèmes. Comme cela, l'utilisateur de ces combustibles peut être sûr qu'il s'agit réellement d'un combustible propre. Donc, il y a des systèmes pour l'électricité renouvelable qui sont en cours de développement. Ils sont en cours de développement pour l'hydrogène vert, mais
et il y aura d'autres systèmes à l'avenir euh, basés sur le méthanol renouvelable et l'ammoniac vert. Donc, c'est quelque chose sur laquelle nous travaillons actuellement dans le contexte de notre cadre collaboratif sur l'hydrogène vert. Donc, pour conclure, il y a des évolutions très intéressantes. Il y a des progrès en termes de combustibles d'expédition alternatifs. Il y a des alternatives assez limitées pour les navires océaniques, mais qui se remarquent. J'ai surligné l'ammoniac vert et le méthanol renouvelable. Dans les deux domaines, il y a des évolutions considérables actuellement. Et donc, ça va être intéressant de voir ce que ça donne à l'avenir. Voilà, cela m'emmène à la conclusion de ma présentation. Merci beaucoup. Thank you, Dolph, very much. Merci beaucoup, For that Dolph. broad Merci introduction. pour I cette think it's introduction très a real large. Cela nous donne extremely un positive bon perspective aperçu in terms of de la moving diversité de towards net zero. possibilités So pour now le I would passage au like net zéro. to introduce Donc maintenant, je Berit vais Lindemann vous of présenter BERT, Berit, who is the Senior qui Innovation est Project Manager responsable de and who l'innovation has a lot of dans son experience organisation et qui a beaucoup on the d'expérience technology en side termes de of shipping, technologie dans le domaine de l'expédition et de la navigation. Et only by combining c'est seulement technical and en associant business des efforts stratégiques we can create new technico-commerciaux solutions for puissions-nous decarbonization. créer de nouvelles solutions So, pour la Berit, would you like décarbonation. to expand on Donc, that and Berit, maybe tell us now vous allez peut-être how rentrer dans Maersk plus de Technology détails. is driving this movement forward? Donc voilà, c'est Musk qui est moteur de ce Yeah, mouvement. thank you very much, Oui, Paul. merci beaucoup, Yeah, I hope Paul. everyone can see my Oui, screen. j'espère que tout le monde arrive à Thank you voir for mon inviting écran. me Bonjour, to merci de this exciting l'invitation. event. And C'est yeah, un I'd événement like to passionnant. continue in the same Oui, je vais continuer. Donc, of je vais Paul reprendre la Lennart and parole. talk Je about vais faire la the suite de ce qu'il disait Dolph. decarbonization Je vais vous parler de and how Maersk we see et le voyage vers the la fuels of the décarbonisation future. et comment nous voyons les So, combustibles de l'avenir. how do I? Alors, comment So, est-ce que just je a change de few diapo? Voilà. words Donc, quelques about mots Maersk. concernant We are Maersk. a global logistics Donc, nous company. sommes une And entreprise in the logistique logistics industry, mondiale. we are Euh, yeah, most well known for our voilà, nous shipping sommes line. connus We pour nos do lignes end-to-end de logistics, and navigation, we mais enable our nous travaillons customers également dans la to logistique trade et nous in the permettons à world nos by clients transporting goods and d'échanger also storing leurs goods in produits vessels. partout. Yeah, Donc, probably comme one Paul example would disait, be oui, the morning coffee or different kinds of things that parfois le café are matinal transported a by été transporté par trains Maersk. Nous avons plus de and 80 also 000 salariés. Nous sommes présents dans plus certain de countries. 130 pays. And now turning to the Et si decarbonization on and to the passe à logistics side of things, we have a la fleet of décarbonisation more than et la navigation, nous avons 750 une flotte de vessels. plus de And what we 700 deem important navires. looking at the decarbonization Et challenge si is on that we regarde ce use défi about de 10 la million tons of décarbonisation, nous fuel utilisons 10 millions de per year for our container combustibles vessels. pour nos And navires. our scope 1 Et CO2 emissions are donc, 33.9 on million a tons of CO2 per 33,9 year. millions de So these tonnes are very d'émissions par sizable an. numbers and they Donc, il s'agit de demonstrate the chiffres assez magnitude of the conséquents qui decarbonization démontrent challenge. l'ampleur de ce défi de So, décarbonisation. yes, Alors, je change, excuse me. pardon. Yeah. So, first of all, Donc, a tout few words d'abord, on how we quelques see the mots decarbonization concernant notre façon de voir la décarbonisation. Pour nous, il s'agit d'un for impératif Maersk as a company. stratégique pour Because Maersk en our tant customers, they qu'entreprise. need us to Nos clients decarbonize their supply ont chains besoin qu'on and décarbonise upon leur renewable chaîne footprint, logistique also pour invest faire du bien à in leur ESG. empreinte They require écologique et les sustainability. investisseurs veulent de la As Paul durabilité. also Et mentioned comme Paul le in the very disait beginning, tout au shipping début de la accounts, matinée, as I don't remember, l'expédition 2.5% représente of de global greenhouse gas 2 emissions. à And 3 so des émissions de gaz à effet urgently de and serre. Donc, il faut un increasingly, changement et un it's changement urgent. yeah, Il y a la société également qui to s'attend be à ce thinking about qu'on our agisse. entire Donc, il operations faut to décarboniser yeah, toutes meet nos our customers' opérations expectations pour for a satisfaire les attentes decarbonized de nos supply chain. clients. But Ils veulent also, une if we chaîne don't do that, logistique we décarbonisée. will Si become on ne le fait irrelevant. pas, I mean, on to ne our va pas customers compter and pour we nos need to do clients. it as Et donc, fast il faut le and faire technically as aussi rapidement que possible possible. d'un point de vue commercial And et to this, technologique. 2 years ago, Et so pour yeah, ce a little faire, bit il y a more than 2 2 years ans, ago,
en fait, il y a un petit peu plus longtemps, c'était à la fin de 2018, nous, avons annoncé notre but d'avoir une exploitation net zéro en termes d'émissions de CO2 avant 2050. Donc, on s'est concentré sur ce domaine, on a fait des progrès dans ce domaine et pour passer à l'objectif net zéro, il faut faire une transition. Il faut passer à des combustibles marins différents et on se concentre là-dessus. C'est le sujet également de la session d'aujourd'hui. Donc, que faisons-nous dans ce domaine? Quel est notre abord? Alors, nous avons un focus sur l'innovation et nous devons concevoir des navires neutres en carbone et nous devons nous assurer de la faisabilité technique de ces navires. On doit produire des produits carboneutres pour nos clients. D'ailleurs, nous avons déjà un produit de navigation carboneutre, un produit Eco-Delivery. On utilise les biocombustibles déjà dans la flotte aujourd'hui. Et donc, nous allons utiliser cela comme une base pour faire des progrès futurs dans ce domaine. Et nous devons également travailler sur les cadres réglementaires. C'est une tradition pour toute l'industrie et c'est quelque chose qui doit être soutenu par les cadres réglementaires correspondants. Looking at the fuel side, I mean, Alors, just si nous regardons les choses du côté du start with combustible, an overview. et pour commencer avec une vision To assez globale transition des away choses, from fossil afin de fuels, transitionner en some quittant tout ce qui est I mean, matières looking at premières fuel sources, it can come from either biomass traditionnelles, bah, bien or sûr, nous pouvons renewable avoir la matière electricity or première qui provient de la combination biomasse, de thereof. l'électricité ou And d'une there, combinaison des deux. we have also Et à ce niveau-là, since je our dois dire announcement of que the depuis net notre carbon neutral annonce operations que goal, de la prochaine we have opération et set de notre prochain significant objectif pour studies to atteindre evaluate la neutralité fuels carbone, nous avons fait and beaucoup de travail pour analyser les différents fuels. the fuels that we are Et focusing on pour right now le transport is maritime, pour biodiesel, nos navires, nous nous focalisons surtout sur les 4 types de combustibles que vous avez à l'écran: le biodiesel, le méthanol, les fuels à base de lignin et l'ammoniac. Ce sont des fuels qui ont été abordés dans la présentation précédente par And Dolph what I Gehlen. would like to do is Et ce que je voudrais faire à ce stade, to dive a little bit more c'est into de those plonger un peu plus dans le fuels. détail au sujet de chacun de ces Biodiesel, combustibles. Le biodiesel, par exemple, nous l'utilisons déjà à l'heure actuelle. Bien sûr, l'un des avantages clés, comme cela a déjà été souligné, c'est que ceci peut être utilisé comme fuel qui peut être injecté dans des moteurs, dans des navires existants. Euh, les limitations sont au niveau de la disponibilité et également au niveau des pressions en termes de prix par rapport à d'autres industries. Donc, pour décarboniser toute notre flotte, il faut quand même qu'on regarde d'autres solutions. Un autre combustible que nous examinons de près, c'est le méthanol. On regarde le biométhanol et l'iméthanol. Et bien sûr, l'avantage clé, c'est que c'est déjà un fuel qui est disponible. On l'utilise pour un certain nombre de navires. Les moteurs sont disponibles et il s'agit d'un produit liquide qui est très facile à utiliser et on a beaucoup d'expérience au niveau de l'industrie du méthanol pour l'utilisation du produit. Quelles sont les limites clés, les limites principaux? Bah, encore une fois, il peut y avoir des limites lorsqu'il s'agit de développer l'évolution de ce produit parce que la matière première, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit disponible. Et pour l'iméthanol, il y a quand même besoin de biogénique pour le sourcing. Donc, il y a quand même un certain nombre de questions, mais il faut qu'on regarde surtout quelle est la disponibilité potentielle de ces combustibles, dans le sens où nous et le transport maritime globalement, nous aurons besoin de très grosses quantités. Ensuite, je voudrais vous parler des fuels lignines. Ensemble avec des partenaires, nous sommes en train de développer ce potentiel. Pourquoi est-ce qu'on pense que ce genre de fuel peut être potentiellement intéressant? Parce qu'on pense que ce sera très compétitif au niveau du prix. Cela pourra coûter moins cher
que tout ce qui est à base de méthanol et d'alcool est peut-être à peu près au même prix que les combustibles fossiles et également, cela en utilisant ce produit, on pourra augmenter la densité des combustibles, ce qui est une très bonne chose et d'après ce que nous savons actuellement sur la lignine, nous pensons que les exigences au niveau des moteurs sont tout à fait similaires à ce qu'il faut pour le méthanol. En revanche, nous en sommes encore à la phase du développement. Il faudra on aille de l'avant et qu'on réalise des tests sur les moteurs et qu'on voit exactement comment gérer les contaminants et ainsi de suite. Donc, il y a quand même pas mal d'examens, d'études techniques qu'il faudra réaliser. Nous sommes en train de regarder l'ammoniac également, surtout l'ammoniac verte, parce que du côté de la production, nous savons pertinemment que oui, il y a des avantages. Par exemple, on peut produire de très grosses quantités de ce produit à partir d'électricité verte. Donc, pour en produire beaucoup plus, c'est très attractif. Côté technique, il y a quand même d'autres développements qui doivent être mis en place avant qu'on ne puisse l'utiliser sur des navires. Le moteur, par exemple, n'est pas encore disponible. Les moteurs à deux temps sont en cours de développement, mais il faudra plusieurs années avant que ce type de moteur ne soit disponible. Également, il y a des questions au niveau de la toxicité, il y a des défis également, comment traiter, comment gérer l'ammoniac pendant les opérations et également pendant le ravitaillement. Nous sommes convaincus que ces problèmes peuvent être résolus, surtout en collaborant ensemble à travers toute l'industrie, mais j'insiste sur le fait qu'il faut du travail. Il faut du travail pour le faire. Donc voilà où est-ce que nous en sommes à l'heure actuelle au niveau des combustibles et nous sommes en train de poursuivre, en direction de plusieurs combustibles parce qu'on pense qu'il faut vraiment prendre des décisions à ce stade et choisir ses «champions» entre guillemets. Un autre point que je voudrais mettre en exergue, il s'agit de la transformation qui doit avoir lieu à travers toute la chaîne d'approvisionnement, de la matière première jusqu'à la production, le transport, le système d'acheminement jusqu'au port et ensuite le système d'appro. Tout doit être pris en compte. Également, nous parlons pas mal de ce défi de l'œuf et de la poule qui doit avancer en premier parce que pour pouvoir investir dans les navires, nous devons être sûrs que le combustible soit disponible et le contraire aussi pour développer les moteurs, les navires et ainsi de suite. Il faut que la matière première soit en place. Nous pensons que tout d'abord, il faut être en mesure de produire ces fuels verts et ensuite on sait que les compagnies avanceront. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a un mois, vous avez peut-être vu que nous, chez Maersk, nous avons annoncé que nous allons construire notre tout premier bateau neutre en carbone et nous allons introduire ce navire en 2023 et donc 7 ans avant ce que nous avions prévu au départ. Et ceci est tout à fait aligné avec l'un des objectifs, l'un des points qui a été évoqué par Dov Gillen, c'est qu'en 2050, disons, ça va venir très vite parce que la durée de vie moyenne d'un navire est d'une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que nous devons vraiment commencer à transitionner notre flotte dès maintenant pour pouvoir fonctionner avec des fuels propres. Et c'est pour cette raison que nous avons annoncé ce tout premier bateau qui sera neutre en carbone et nous avons aussi demandé à ce que d'autres technologies soient développées et soient développées très, très vite au niveau des fuels. Et simplement pour parler plus globalement, il y a 2 ans, lorsque nous avons annoncé notre objectif pour être neutre en carbone, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau. On ne savait pas trop si on allait y arriver. Mais aujourd'hui, le temps a passé et effectivement, on voit que cet objectif a énormément de défis, mais nous sommes convaincus que nous allons pouvoir atteindre l'objectif et désormais, nous avons une vision beaucoup plus claire. Alors, un point que je voudrais évoquer également, c'est que ces différents fuels dont j'ai parlé, aussi comme cela a été précisé déjà, oui, ces fuels vont coûter plus cher que, que les fuels actuels. Donc, nous comptons sur nos clients pour valoriser le transport avec des bateaux qui sont neutres en émissions de carbone. Nous demanderons aux personnes de payer un peu plus pour les produits éventuellement parce que aujourd'hui, 90
de nos 200 clients principaux nous ont dit que eux aussi ont mis en place des objectifs très ambitieux pour la décarbonisation. Et nous pensons aujourd'hui que si nous faisons des calculs en nous interrogeant, en nous posant la question, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du produit final? Ben, on peut dire simplement, par exemple, qu'une paire de baskets, ben, le client va les payer un peu plus cher, 0,6 cents, à partir du moment où ces produits ont été transportés dans un bateau propre. Et pour un ordinateur, ça va coûter 60 cents de plus. Donc, vous voyez, l'augmentation de prix pour le client est très, très minime. Au niveau du produit final, ce serait une question de quelques cents, de quelques centimes. Et donc, l'impact de ce transport neutre sur le client final serait assez minime. Maintenant, je voudrais rentrer un peu plus dans le détail sur ce tout premier bateau neutre en carbone. Ce bateau aura la capacité de 2000 TEU. Les opérations vont démarrer en 2023. Comme je l'ai déjà dit, ce navire aura un moteur dual. Donc, ce bateau pourra fonctionner avec du, du méthanol et il s'agit d'un bateau qui va travailler au sein d'un de nos réseaux régionaux. Nous pensons le faire fonctionner sur du méthanol biodurable dès le premier jour ou un autre combustible propre. Le défi, bien sûr, c'est que la production du méthanol vert reste encore limitée. Donc, nous savons que 2023, bah, ça viendra très, très vite, mais nous faisons notre maximum pour veiller à ce que la matière première soit disponible et nous espérons également, ou nous croyons en tout cas, que ceci va permettre le développement des volumes de méthanol vert. Et je voudrais aussi insister sur le fait que la collaboration à travers l'industrie est essentielle pour pouvoir avancer sur ce genre de projet. Et nous comptons pleinement sur la collaboration, sur la coopération, d'abord avec nos clients, mais également avec les fabricants de combustibles et tous les partenaires dans le secteur logistique. Donc, sur ce, je voudrais simplement vous dire merci. Merci beaucoup de m'avoir invité et je serai absolument ravie de participer au reste de la session avec vous et de répondre à vos questions. Donc, le micro de Paul n'est pas allumé, donc nous ne l'entendons pas pour l'instant. Paul, si vous voulez bien allumer votre micro, s'il vous plaît. Je vous prie de m'excuser. Je n'avais pas allumé mon micro. Absolument désolé. Alors, merci beaucoup, Berit, pour ce résumé très, très compréhensif, très complet sur tous les programmes que vous mettez en place pour viser le net zéro. Oui, bien sûr, nous allons avoir une session de questions-réponses à la fin, mais je voudrais simplement dire une chose avant de continuer. Un point très important que vous avez mentionné concerne l'efficience ou l'efficacité énergétique. Et bien sûr, même sur la Terre, nous savons que le premier endroit où il faut démarrer, là où on cherche à réduire notre empreinte carbone, c'est au niveau de l'efficience énergétique. Il faut construire les sites, optimiser la demande et la fourniture, comme on dit, l'offre et la demande. Et bien sûr, il faut commencer à tout programmer les routes, les schémas, mais veiller à ce qu'il y ait un bon niveau d'ingénierie dans les bateaux, de la maintenance. Il y a tout un ensemble d'éléments dont il faut tenir compte. Merci d'avoir mentionné ce point. Vous avez également abordé la question de tout un ensemble de fuels et de biofuels qui peuvent être développés et utilisés, qui constituent le mix des différentes sources énergétiques pour les énergies net zéro dans le secteur du transport maritime. Et vous avez aussi mentionné le fait que certains types d'énergie sont en train d'être développés. On n'y est pas encore pour que chacun soit disponible. Et donc, cela me permet d'aborder la question de la session différente. Nous allons aller chez VTT, un institut de recherche en Finlande, un institut qui est très, très connu, qui réalise des travaux de recherche sur tout un ensemble de technologies et de sujets. Et aujourd'hui, ils vont nous aider à nous focaliser sur les énergies renouvelables. Donc, Timo de chez VTT est avec nous et Timo est
fortement investi dans le secteur des biofuels, dans la production des fuels de demain pour les navires, pour le transport maritime net zéro. Timo, à vous. Okay, thank you, Paul. Alors, merci Paul. It's a pleasure to be here. Merci Paul. Je Thank you for suis the très heureux opportunity d'être avec vous of presenting our aujourd'hui bioflex et un grand merci project de m'avoir donné la to possibilité de representation présenter from notre projet Dolphin Bioflex. Et je Berit. voudrais dire déjà que j'ai beaucoup apprécié les And présentations de Dolph et de Berit. so I'm going to tell you Et moi, je vais from our donc research side what we are vous doing parler in un petit peu Finland de ce que nous faisons en Finlande du related côté de la to recherche. uh, biofuel options Je vais donc for vous parler de ce marine que nous cargo faisons transportation au niveau des biofuels applications. pour les applications destinées au transport maritime. The bioflex is about production of Alors, le sustainable Bioflex storable concerne liquid la fuels for production flexible de power fuel generation liquide and marine stockable transport. dérivés And de déchets et ce pour le transport marin. okay, now I can Et je suis en change the train slide d'essayer for de some reason. changer ma diapositive. S'il vous plaît, je n'arrive pas à faire avancer ma présentation. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Sorry for that. I try to share the Désolée, presentation je vais again. recommencer. Je vais Just a réessayer. second. Mm. Okay, now it works. Voilà, c'est bon, ça marche. Alors, comme cela a déjà été précisé, nous avons un défi énorme, c'est-à-dire que nous devons réduire les gaz à effet de serre, dans le transport maritime et également au niveau des moteurs, nous devons trouver des fuels plus propres avec une forme de combustion différente. Et ainsi, il y a un très gros besoin, on a vraiment besoin d'énergie renouvelable, de bioénergie. On a les, on a les éoliennes, on a l'énergie solaire, mais quand vous n'avez pas de vent, quand vous n'avez pas de soleil, il faut trouver une autre source viable pour pouvoir fournir de l'énergie, par exemple, aux vaisseaux qui sont en mer. Alors, nous avons surtout besoin de tout un ensemble de biofuels, donc, et nous avons surtout besoin également de démontrer la capacité de ces biofuels à fonctionner avec les moteurs diesel. Cela a déjà été fait pour un certain nombre d'applications, mais il y a encore du pain sur la planche. Donc, la question surtout, c'est qu'avec les biohuiles, il y a un certain nombre d'avantages, mais aussi des inconvénients. La qualité, le niveau de qualité varie énormément. Donc, nous voyons qu'il y a besoin de garantir une qualité régulière des biohuiles. Et quelles sont les solutions que nous voyons pour les différents défis auxquels nous faisons face? Nous avons besoin de développer un concept qui va pas à pas afin de pouvoir développer des biofuels qui sont aussi fiables que les combustibles fossiles. Et nous avons besoin également de développer ces carburants liquides en garantissant une qualité uniforme. Ce qui est également important, et Dolph l'a mentionné, c'est que nous avons besoin surtout de cahiers des charges et nous avons besoin de normes et de normalisation afin que nous puissions créer tous ces fuels. Et nous avons surtout besoin d'une banque de données très complète pour pouvoir étayer tous les travaux que nous devrons mettre en place. Au niveau de notre projet, quels sont les bénéfices? Nous visons surtout un carburant flexible, un carburant qui pourra être produit avec les volumes suffisants et d'une qualité suffisante pour être utilisé dans le transport maritime. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu dans le détail au sujet du projet. Comment est structuré ce projet? Donc, il s'agit d'un projet de recherche qui est financé par
une organisation au sein du gouvernement du pays qui finance ce genre de projet de recherche. Le projet public est également financé par tout un ensemble d'entreprises qui participent au projet et VTT également, notre organisme de recherche. Le budget pour le projet de recherche s'élève à 1,6 million d'euros. Parallèlement au projet financé par toute la partie publique, nous avons également un projet de société, un projet privé. Et pour ce projet, nous partageons les données avec le projet public et inversement. Ainsi, nous allons créer une base de données conjointe pour les deux projets. Alors, quels sont les domaines couverts par notre projet? Il y a énormément d'informations dans cette diapositive, mais je vais me focaliser sur un point en particulier. Vous avez les mots Work Package One. Donc, la première partie du projet, notre intention ici est de voir quelle sera la matière première que nous allons pouvoir utiliser dans ce projet à base de pyrolyse. Il s'agit donc de biohuile qui sera générée par pyrolyse rapide et nous voulons mettre en place ce projet pour augmenter la vitesse et aussi pour améliorer la qualité de l'huile afin que l'huile puisse être utilisée dans les moteurs. Ensuite, nous avons un ensemble de travaux qui va se concentrer sur la stabilité, sur la qualité, sur les tests pour le long terme. Et bien sûr, nous allons analyser les différents fuels que nous produisons au sein de ce projet. Et nous allons réaliser les travaux de recherche sur ces fuels, sur les mélanges potentiels et comment les mélanger également avec les combustibles fossiles. Ensuite, nous avons un ensemble de travaux séparés qui va focaliser sur les normes, les standards, et on va faire tout le travail en amont afin de pouvoir aboutir aux normes. Ensuite, il y a l'ensemble des travaux qui vont être réalisés sur la performance, sur le coût et sur la durabilité. Nous allons analyser la durabilité de notre processus de production vis-à-vis de ces huiles que nous allons obtenir grâce à la pyrolyse. Personnellement, je travaille au sein de l'ensemble des travaux pour la partie 6. Donc, c'est là que nous allons tester avec les moteurs et nous allons tester tous les produits que nous aurons amenés jusqu'au stade final et nous allons collecter toutes les données et travailler dessus avec tout le réseau pour voir exactement quels sont les meilleurs produits. Alors, à ce stade, j'aurais tendance à dire que notre objectif ambitieux est de trouver le moyen le plus viable économiquement parlant et le moyen le plus écologique pour remplacer tout ce qui est huile lourde dans les moteurs qui sont utilisés dans dans des navires diesel. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un objectif très ambitieux et ceci soutient également l'objectif le plus ambitieux de l'OMI pour 2050. S'agissant de notre consortium, le consortium est assez efficace, pas trop mal au sein de notre projet. Nous couvrons tout un ensemble de domaines tels que la technologie ainsi que tout ce qui est machine, tout ce qui touche à l'amélioration de la matière première. On recouvre toute la partie liquéfaction et l'upgrading, l'amélioration. Nous travaillons avec tous les fournisseurs de fuel. Nous avons également un fournisseur Aura Marine qui est fournisseur de systèmes de fuel ou de combustible. On arrive à travailler avec eux pour les différentes sortes de fabrication que l'on peut avoir pour les moteurs. Pareil pour Wärtsilä. Et puis, nous travaillons avec VG Shipping. C'est un utilisateur final, mais ils fournissent également les navires. Ils ont toute une flotte de navires.
Et le rôle de VTT au niveau du projet de recherche est surtout de fournir des données neutres sur la disponibilité, sur les différents work packages, sur les différents flux de travaux que nous allons mettre en place. Et comme je l'ai déjà dit, nous utilisons les réseaux que nous avons au sein de bioénergie IEA. Alors, quelques mots sur les combustibles liquides que nous avons prévus pour les mesures que nous allons réaliser. Bien sûr, cela va de soi que nous avons besoin d'étalonner les choses en fonction des combustibles fossiles et donc nous avons tout un ensemble d'éléments auxquels nous pouvons référer dans notre laboratoire. Ensuite, nous avons deux types d'huile grâce à la pyrolyse. Ces deux sont listés. On ne sait pas encore si on va utiliser ces deux types de biohuile pour tous les tests, mais pour un certain nombre de tests, il est prévu de le faire. Ensuite, il y a une société finlandaise, Wärtsilä, qui est en train de produire un liquide à partir de plastique. Donc, il y a tout le processus de pyrolyse et ces liquides de la pyrolyse des plastiques sont utilisés au sein du projet également. Nous cherchons à voir si nous serons en mesure de produire un biofuel de bonne qualité à partir de ce produit. D'une certaine manière, il s'agit d'une sorte de biohuile traditionnelle, mais ils font très, très attention à la qualité du produit final afin que nous puissions éventuellement répondre au cahier des charges des fabricants de moteurs. Alors, nous allons utiliser deux moteurs différents pour les tests avec les moteurs. On fera les tests à une toute petite échelle avec un moteur de 100 kW. Ça, c'est pour faire les pré-tests des fuels. Et pour certains fuels ou combustibles, la disponibilité, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, est assez réduite. Donc, nous avons surtout besoin d'avoir un plus petit moteur pour avoir la possibilité et l'opportunité de tester ces fuels. Et puis, les tests finaux avec les combustibles que nous aurons sélectionnés seront réalisés à plus grande échelle. Et nous ferons cela avec le moteur Wärtsilä Vasa 4R32. C'est un moteur à 4 cylindres et il s'agit d'une puissance maximum de 1,6 MW et le RPM s'élève à 750. Donc, en gros, cela veut dire que oui, c'est un moteur à vitesse moyenne. Donc, c'est tout à fait comparable au moteur 4 temps que nous utilisons pour la plupart des navires qui vont utiliser notre système. Alors, pour ces tests à grande échelle sur les moteurs, nous sommes sûrs de notre source d'approvisionnement. Nous allons nous sourcer en biofuel grâce à l'un de nos partenaires au sein du projet. Alors, qu'allons-nous faire au niveau des émissions afin de veiller à ce que la performance du moteur respecte certaines normes au niveau des émissions? Bien sûr, les différents tests vont nous permettre de voir ce qui se passera pendant la phase de combustion. On va pouvoir faire tout un ensemble de calculs et établir les données à ce niveau. Nous allons mesurer les émissions de façon très extensive. Nous allons couvrir les émissions de gaz, par exemple, en tenant compte de tous les éléments qui sont analysés habituellement. Euh, nous, nous allons analyser la masse des particules et nous allons lister les noms, les numéros des particules. Le carbone noir est très, très intéressant pour nous. Et nous allons également faire tout un ensemble d'analyses en tenant compte des échantillons que nous aurons des particules. Par exemple, nous allons analyser les éléments organiques et les différents éléments liés au carbone. Et donc, pour conclure,
Nous avons démarré notre projet en 2020 et nous allons finaliser nos travaux en 2023. Et notre objectif est tout simplement de trouver le moyen le plus écologique, le moyen le plus économique que de remplacer les huiles, les mazoutes en provenance des fuels traditionnels. Et nous allons mettre en place toute une chaîne en travaillant avec des matières premières propres et nous allons travailler, comme je l'ai dit, en réseau avec nos entreprises, nos collègues dans les entreprises. Cela constitue un aspect clé dans le projet, comme je vous l'ai précisé. Alors voilà, vous pourrez suivre les progrès de ce projet si vous souhaitez vous connecter à notre site Internet. Vous avez l'adresse à l'écran et tous les résultats seront exploités également dans tout un ensemble de projets. Les projets sont affichés à l'écran et dans tout un ensemble de réseaux également. Voilà, je vous remercie de votre attention et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette présentation et j'éteins mon micro. Many thanks indeed. Timo, merci beaucoup, un très grand merci. Alors, l'ambition, une approche collaborative, beaucoup de matières premières vitales, le soutien de la part de votre gouvernement et une méthodologie très forte. Tout cela est réuni et nous espérons que vous allez avoir un très bon niveau de réussite à la fin de votre projet et nous espérons que vous allez pouvoir atteindre tous vos objectifs, que vous allez pouvoir produire un bio-huile pour remplacer ces mazoutes qui polluent actuellement, que vous allez trouver une solution viable sur le plan écologique et économique. Voilà, ce serait absolument fabuleux et nous aurons beaucoup de plaisir à entendre vos conclusions si vous revenez nous voir avec vos collègues, avec les résultats à l'avenir, une fois que vous aurez pu dire que vous avez réalisé vos objectifs. No doubt there'll be a few more questions for you. Donc, il y aura d'autres questions certainement tout à l'heure. Donc, merci Timo. Donc, maintenant, je vais inviter Johannes Schumann de prendre la parole. Et donc, Johannes fait cela tous les jours, hein. Donc, c'est un sujet qui lui est très familier. C'est un des premiers acteurs dans ce domaine. Donc, Johannes se projette dans l'avenir et travaille avec innovation, va nous parler il va nous parler de biofuel et comment on peut faire des progrès encore et aller encore plus loin. Donc, Johannes, vous avez la parole. Merci, Paul. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que vous arrivez à voir. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Johannes Schumann. Je suis responsable d'innovation chez Good Fuel. Si vous ne connaissez pas Good Fuel, c'est une entreprise qui fournit des biocombustibles pour ce secteur. C'est quelque chose que nous faisons déjà. Donc, nous travaillons sur l'innovation. Nous travaillons avec des propriétaires de navires qui veulent décarboniser leur flotte. Donc, vous avez déjà vu ce graphique déjà lors de la première présentation et peut-être même la deuxième présentation a présenté ce graphique. Donc, on voit les émissions de carbone des navires. Donc, on commence en 90, mais on voit qu'il y a une croissance. On part de 500 millions de tonnes en 90 à un peu moins de 1000 millions de tonnes. Et si on suit les lignes bleues, les scénarios différents, si on ne fait rien dans cette industrie, les émissions vont augmenter très, très rapidement. Donc, l'Organisation maritime internationale a défini un objectif pour 2050, c'est-à-dire de réduire les émissions de GES de 50% par rapport au niveau de 2008. Donc, si vous voyez la partie en jaune, enfin, c'est des pointillés en jaune, c'est la décroissance qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, comment faire? Alors, il y a différentes possibilités.
On peut travailler sur la conception du navire. On peut faire pas mal de choses. En termes d'efficacité de combustible, on peut optimiser les voies de navigation. On peut également utiliser les biocombustibles. Donc, vous voyez en bas, on voit le potentiel total de l'utilisation de la réduction d'émissions GES. Donc, on peut utiliser jusqu'à 90% de biofuel, biocombustible, ou alors on peut travailler sur la logistique également et sur le transport des biocombustibles du producteur jusqu'au navire. Donc, comment sera le mélange énergie-navigation? Voici des rapports de 2018, enfin les graphiques des rapports de 2018. Donc, il y a la consommation totale pour la navigation et l'expédition. Donc, on a les combustibles carboneutres, donc les biocombustibles, par exemple, vont représenter 39% de tous les combustibles utilisés dans ce secteur de navigation et d'expédition. Si on regarde les petites distances, donc on a également le même pourcentage, 39%, mais également l'électricité joue un rôle plus grand parce que les petits navires utilisent plus d'électricité parce que c'est plus facile et ils peuvent se connecter plus facilement. Il s'agit de courtes distances qui sont traversées, alors que les navires océaniques ne peuvent pas. Alors, qu'est-ce qui est important pour les biocombustibles? En gros, il y a 5 points qu'il faut prendre en compte lorsque on veut mettre sur le marché un biocombustible. Tout d'abord, est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il s'agit de matières premières durables? Il y a des matières premières, des huiles usées, mais de l'huile de palme également. Et il y a toute une discussion autour de l'huile de palme, la déforestation qui l'accompagne. Donc, nous n'utilisons pas d'huile de palme, non, nous n'utilisons pas de culture vivrière non plus. On utilise l'huile usée pour notre production. Deuxième point, est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela fonctionne dans un navire? Étant donné les navires qui existent, est-ce qu'ils peuvent utiliser ce combustible? Ils ne devraient pas avoir besoin d'autres composants dans leur système de combustible. Il faudrait un plug-in, un drop-in, comme on dit, quelque chose qu'on rajoute comme ça sans faire de modification. Troisième point, est-ce que on peut se permettre de payer cela? Le combustible est un composant très important dans le modèle économique pour tout ce qui est expédition par navire. Donc, le combustible ne doit pas être trop cher par rapport aux énergies fossiles. Le quatrième point, est-ce disponible? Est-ce qu'on peut déjà fournir ce biofuel? Ou est-ce qu'il va être disponible dans 10 ans ou 20 ans? Il faut trouver des combustibles qui sont disponibles aujourd'hui. Le cinquième point concerne la mise à échelle. Est-ce qu'on peut faire une mise à échelle? Est-ce qu'on peut faire évoluer les systèmes? Donc, comment est-ce que nous avons démarré chez Good Fuels? Good Fuels a été, euh, donc on a commencé en 2015. Notre fondateur qui provient de Sky Energy, qui a été fondé en 2010. Donc là, il se focalisait sur les avions et les combustibles durables pour ce secteur. Après, il a changé pour se concentrer sur les biocombustibles et il a décidé qu'il fallait qu'il se concentre plus sur l'expédition par navire parce que déjà, on peut faire quelque chose. C'est beaucoup plus difficile pour les avions, c'est beaucoup plus difficile de trouver et de développer des combustibles durables pour les avions. Donc, la première fois que nous avons fourni un biocombustible pour un navire, c'était déjà en 2015. En 2015, on a fourni un mélange HVO à Boskados. Donc, c'est une entreprise qui fait du curage en Hollande. Le HVO est également connu comme le diesel renouvelable. Donc, c'est quelque chose qui est déjà utilisé
à 100% dans les voitures. Et en 2015, c'était déjà le cas. Donc, on savait que cela allait fonctionner dans ces moteurs. Mais à l'époque, ce n'était pas très courant pour les moteurs marins. Donc, on a démarré un programme. On a démarré un programme avec un des fabricants de moteurs pour tester ce produit. Le produit est conforme au EN, à la norme EN 590, donc c'est la norme également pour les applications routières. Puisque ce produit fonctionne déjà dans les véhicules, on peut imaginer qu'il y a une bonne qualité. Mais on avait besoin de cette qualité pour acquérir la confiance du domaine de l'expédition par navire. Parce que, voilà, il fallait commencer quelque part. Donc, le système combustible dans les navires n'avait pas besoin d'ajustement, donc on pouvait l'appliquer comme cela. Est-ce durable? Oui. C'est fabriqué à partir d'huile usagée, d'huile de cuisson usagée. Donc, il y a une réduction carbonique dans la partie bio. Donc, c'est 80, 99, 90%. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Donc, on a pu utiliser le HVO pendant les 5 dernières années et on fournit encore ce produit à cette entreprise avec des fractions différentes, jusqu'à 100% en fait. Est-ce qu'on peut se permettre de le payer? Eh bien, parce qu'il y a une qualité très élevée, c'est coûteux. Donc, on ne peut fournir ce produit pour des navires qui parcourent de petites distances, des navires côtiers aussi, parce que c'est beaucoup plus cher pour les autres navires. Est-ce disponible? Oui, c'est disponible actuellement. On peut le fournir là où nous voulons. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire évoluer? Est-ce qu'on peut faire une mise à échelle? Eh bien là, il y a une limite. C'est à cause des matières premières. On n'utilise que les huiles usagées et la mise à échelle de ces huiles est assez limitée. Donc j'imagine que à l'avenir, il va falloir enquêter. Euh, pour l'instant, on est limité. On est limité aux huiles usagées. Donc, comment réduire les coûts de ce type de combustible? Alors, en 2017, cela faisait partie du groupe Good Energy. Le programme Good Shipping a été démarré et au sein de ce programme, nous avons connecté les propriétaires de cargaison aux propriétaires de navires. Donc, si les propriétaires de navires ne peuvent pas payer le prix premium par rapport aux produits fossiles, eh bien, on va s'adresser aux propriétaires de cargaison et on va les trouver, ces propriétaires, donc IKEA, Heineken, et c'est eux qui payent une partie au moins du prix premium pour acheter les biofuels. Et donc, les propriétaires de navires, les armateurs, ont un prix plus faible. Donc, c'est une incitation pour qu'ils utilisent ces biocombustibles à la place des combustibles fossiles parce que les prix élevés ne sont plus un frein. Alors, est-ce que ce Good Shipping Program, ce programme Good Shipping, est-ce que cela facilite le changement? On a travaillé également aux Pays-Bas. Le prix est trop grand encore. Mais dans l'industrie fossile, le secteur de navigation utilise des produits de résidus. Vraiment, c'est le marc du café, si vous voulez. Et on peut le faire également avec le biofuel. Donc, petit à petit, on a développé Good Fuels MR100. C'est un produit fait à partir de résidus
provenant de processus biogéniques. Le produit a été lancé en 2018. Nous avons fourni ce produit aux Norden. Vous pouvez les voir à l'image. Enfin, un navire Norden, donc il y a un petit problème. Donc, ce n'est pas l'huile végétale, hein, c'est une combinaison d'huile de résidus. Et donc, en termes de combustible, en termes de normes, il s'agit de ISO 8217, mais ce n'est pas quelque chose qui est conçu pour les biocombustibles. La norme dit que les produits doivent être à base de pétrole principalement, et ça veut dire que puisqu'il s'agit d'un biocombustible, on n'a pas besoin de ces normes, mais il y a des paramètres dans cette norme et il faut les prendre en compte, ces paramètres-là. Donc, il faut prendre en compte à l'avenir le fait qu'il faut une norme pour les biocombustibles utilisés dans la navigation et l'expédition maritime. Donc, ce qu'il faut également au navire, c'est un système HFO. Donc, c'est le système de combustible qui est nécessaire. Donc, ces systèmes peuvent stocker des combustibles, peuvent les chauffer également. Et ces combustibles sont 4 points au-dessus de 10 degrés Celsius. Donc, parfois, il faut chauffer le combustible pour que cela reste un liquide. Il faut un séparateur, il faut des filtres également. Ce sont des choses nécessaires pour épurer le produit. Et au niveau du moteur, le produit a fonctionné très bien. Certains navires ont fonctionné pendant plus de 4000 heures avec ce produit à 100%, à une utilisation 100%, sans problème de moteur pendant cette période d'essai. Alors, est-ce durable? Oui, c'est durable. Est-ce que cela fonctionne? Oui, cela fonctionne. Est-ce qu'on peut se le permettre? Oui. Dans certains cas, est-ce disponible? Oui, mais il s'agit encore d'un produit de niche. Et Goodfuse est le seul fournisseur, à ma connaissance. Nous sommes pratiquement le seul fournisseur de biocombustibles utilisés à 100%. Est-ce qu'il y a une mise à échelle possible? Oui, mais c'est limité. Alors, quelques exemples des clients. Donc, il y a beaucoup de clients, il y a des entreprises du curage, il y a des navires de port, beaucoup de cargaisons, beaucoup de porte-containers. Ici, on voit les équipements de levage, on voit les navires euh, maritimes. Voici notre portefeuille. Donc, nous fournissons ou nous voulons fournir nos produits en forme à 100% bio. Mais ce n'est pas tous nos clients qui veulent utiliser cette forme, au moins pour la première fois. Donc, lorsque nos clients ne veulent pas utiliser cela pour la première fois, nous fournissons des mélanges. Donc, des mélanges, on va de 30% bio jusqu'à 70% bio, quelque chose comme cela. Et c'est pour booster la confiance des clients, pour qu'ils sachent que ce sont des produits qui fonctionnent. Alors, donc, je vous ai montré quelques exemples, mais de produits que nous fournissons déjà, mais on travaille également sur l'avenir, les produits d'avenir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir fournir à l'avenir proche? Donc, dans la présentation précédente, on a parlé de biohuile et de pyrolyse rapide. Nous travaillons avec une entreprise néerlandaise qui produit déjà des huiles à base de pyrolyse, et en Finlande, nous avons un projet où nous étudions la mise à échelle
de cette huile de pyrolyse rapide. Et on fait partie d'un autre projet, Horizon 2020, Next Gen Road Fuels, donc les carburants routiers de prochaine génération. Donc, il s'agit de carburants faits à partir de boue d'effluent et étudie également les huiles de pyrolyse, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ces huiles. On se penche également sur les huiles liquides, on en a déjà parlé ce matin, et dans le projet Biosphera, on regarde les matières premières de biomasse qu'on peut transformer en combustible liquide. Donc voilà, nous faisons partie de beaucoup de projets de développement sur les combustibles futurs. Comment est-ce qu'on détermine si un combustible fonctionne? Tout d'abord, on va se pencher sur la durabilité. C'est très important. On peut développer des combustibles qui ne sont pas durables, mais à quoi bon? Donc, on commence par la durabilité. Après, on se penche sur l'analyse du biofuel, à quoi ça ressemble, comment c'est, est-ce que ça fonctionne, est-ce que cela satisfait les besoins d'un navire. Après, on se penche sur la compatibilité et le mélange parce que les combustibles que nous allons fournir vont être utilisés avec d'autres types de combustibles. Donc, il ne faudrait pas que cela génère des problèmes de compatibilité. Après, on teste les moteurs dans le contexte. Donc, on travaille avec les fabricants de moteurs principaux. On fait également des tests live à bord des navires également. Et en gros, c'est la phase actuelle, la quatrième phase. Les combustibles que nous fournissons depuis des années déjà. Mais on est quand même dans la phase de preuve de concept. Et il faut donc prouver que cela fonctionne et il faut qu'on prouve à l'Organisation internationale de normalisation que ça fonctionne. Après, il faut une approbation des équipementiers, c'est la prochaine étape. Et ensuite, on va se concentrer sur l'augmentation des ventes. Donc, il y a des ambitions, des entreprises d'expédition qu'il faut prendre en compte également. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Et bien sûr, je suis disponible si vous avez des questions. Thank you, Johannes, very much. Merci, Johannes. Merci beaucoup. Showing us your commitment Donc, to vous nous avez montré votre sustainable engagement goes back a au number of years. biocombustible durable qui dure déjà depuis quelques années et vous nous donnez un aperçu de l'avenir tel que vous l'envisagez. Also how Et you mirror a little bit vous avez in the sense un that peu reflété VTT VTT est un fournisseur de technologies qui collabore avec d'autres organisations qui rassemblent des expertises combinées. Et en tant que fournisseur de combustible, vous cherchez d'autres fournisseurs de technologies. Vous cherchez à savoir comment vous pouvez combiner ces technologies avec vos produits. Donc, comment travailler avec de nouvelles sources, de nouvelles matières premières. Donc, c'est très intéressant cet abord collaboratif. Donc, cela reflète VTT, l'entreprise VTT. Donc, du point de vue de Maersk, par exemple, la clé de tout cela, c'est la collaboration. Donc, c'est quelque chose que vous faites également. En fait, vous tous, vous suivez ce principe-là. Alors, pour faire suite à cela, j'ai une question pour vous tous, parce que je pense que tout le monde a allumé son micro. Alors, c'est une question clé, la question de collaboration. À quel point est-ce que vous ressentez que cela fonctionne, cette collaboration? Comme nous le savons, il y a une chaîne, n'est-ce pas? Une chaîne a des liens différents. Et pour que sa chaîne tienne, pour que cela continue de fonctionner, il faut que la collaboration implique que tous les liens composants dont la chaîne est composée. Donc, il y a l'IMO, l'Organisation maritime internationale, qui veut décarboniser l'expédition par navire, l'expédition maritime. Il y a également l'organisation qui travaille avec les ports
il y a l'approche vis-à-vis des infrastructures. Où est-ce que vous voyez qu'il y a un besoin de renforcer cette collectivité pour le passage au net zéro pour l'expédition? Où est-ce qu'il faut renforcer cette collaboration? Il faut renforcer la collaboration, peut-être qu'elle est déjà parfaite, peut-être que vous êtes déjà tous sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous voulez peut-être répondre? Dolph, vous, vous avez un aperçu global de tout le secteur. Est-ce que vous voulez répondre? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, on vise le net zéro, donc avec des fournisseurs de combustible, les armateurs et les clients et d'autres qui participent à cette discussion. Il faut toutes ces personnes pour cette discussion. Mais le problème qui reste à résoudre, c'est que ce n'est pas exactement clair. Quel est l'horizon? Est-ce qu'on veut un mélange de combustible ou est-ce qu'il y aura une solution gagnante, une seule solution? C'est pas très clair. Donc tant que c'est pas clair, on ne connaît pas la piste qu'il faut suivre. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait répondre à la question? Oui, moi je dirais qu'il faut un soutien cohérent en termes de politique. C'est très important. Comme Maersk a dit, un navire peut fonctionner pendant 20 ans. Donc les navires qui sont construits aujourd'hui vont durer 20 ans. Et si une entreprise d'expédition veut choisir son moteur, il faut qu'ils sachent quels sont les combustibles qui seront soutenus et disponibles pendant les 10-20 ans à venir. Moi, j'aimerais faire quelques remarques. Oui, tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je ne savais pas trop. Donc, tout d'abord, j'aimerais commenter ce qu'il disait Dolph. Oui, ce n'est pas encore clair. Est-ce qu'il y aura une seule solution à l'avenir ou est-ce qu'il y aura plusieurs solutions à l'avenir? Nous sommes d'accord avec cela. Nous voyons qu'il y aura peut-être plusieurs solutions. Et c'est important de poursuivre plusieurs solutions. Et j'aimerais également répéter ce point concernant le soutien politique. C'est important pour la transition, surtout étant donné la durée de vie des navires. Et il faut également une situation équitable. Il faut qu'on travaille ensemble avec les clients parce on dépend de ce soutien politique, on dépend également de nos clients qui veulent un transport qui est neutre en carbone. Très bien, merci Berit. Alors, vous faites partie du panel avec ESP. Vous avez anticipé la question suivante que je voulais poser. Donc aujourd'hui, nous voyons une poule avec beaucoup d'œufs dans le panier. La question, c'est est-ce qu'il y aura juste un œuf dans le panier ou plusieurs? Donc, est-ce qu'il y aura une solution pour tous ou plusieurs solutions? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura une diversité de possibilités pour offrir des solutions pour une expédition durable? Oui, oui, je me répète certainement, mais nous pensons il pourrait y avoir plus d'une solution. On ne le sait pas à 100%, mais nous croyons en l'importance de développer plus d'une solution. Et il faut des options différentes, il faut des possibilités différentes. Et donc, voilà, il y a une piste qui va nous mener vers la neutralité carbone. Si je ne me trompe pas, les moteurs à double combustible utilisent le méthanol, mais également un combustible de pilote.
Donc, ils utilisent les 2 combustibles pour la combustion et donc ça veut dire qu'au moins pour l'avenir, on ne peut pas utiliser le méthanol seul. Il faut un biodiesel ou un autre combustible de diesel Yes. pour la I mean, combustion. that is Oui, correct. c'est So vrai, yes, oui, c'est vrai. from ethanol and Et cela getting s'applique au more méthanol, actually. cela va peut-être So s'appliquer à l'ammoniac également. yes. So a Donc lot oui, of biofuels for oui, this biocarbon. I mean, this pour will ces be biocombustibles, il faut prendre en compte ces yeah, facteurs. not always taken into account, and Euh, the amounts vary. I mean, on les quantités depending on peuvent the technology, varier. but it needs to be there. Yeah. C'est pas seulement les moteurs, c'est les technologies également qu'il faut prendre en compte. Très bien. Timo, Actually, I was also going to say that vous aviez quelque chose à dire. VTT, as Oui, well, we j'allais also dire believe that que chez VTT en there will be like Finlande, multiple nous pensons options for the qu'il y aura future probablement de shift multiples to VT options pour les because there will combustibles à be l'avenir. only one On a kind du of mal à solution imaginer qu'il y aura juste une one solution, solution. une seule solution. Okay, well, Très thank you bien. very much, Eh everybody, for bien, merci à sharing vous your tous. viewpoints on Merci that. d'avoir partagé vos points de We're moving vue towards sur ce the end of sujet. the Donc, on session. arrive à la fin de It's la good to see session. the situation Donc, on va attendre pour progressing, voir, n'est-ce but pas? more importantly is that Mais plus people are important, engaging with this process today. on voit que les So gens thank you, s'engagent dans ce and processus. taking action Ils on avancent, ils behalf of prennent the des team, actions and we very much appreciate pour que expressing l'expédition maritime devienne plus durable. each of you is doing on Vous this, nous avez and how expliqué you're ce que working vous together to faites achieve dans that. ces domaines, So, comment vous thank you to œuvrez pour everybody atteindre for cet objectif. participating. Merci à vous tous Dividing et for this toutes session. d'avoir We're participé now à cette close to break session. out, Nous and allons faire une pause we'll be back maintenant again for et part nous two, allons revenir when pour la we will deuxième go more partie. into the Et pendant basics cette of deuxième the partie, transition on va and rentrer dans les outgazing détails des and cas, de la more into the technical liquéfaction, details. So thank you very much des to all our biocombustibles. panelists, Donc, merci à tous you, nos the intervenants. participants. We hope you've Merci aux enjoyed listening. participants. So back to J'espère que Sid, vous have a avez back, noté des messages clés. with new ways Et à l'avenir, on va to put our head pouvoir around how to parler you all de will be as cela participants will be plus dans le participating in détail. this movement. Vous So allez, thank you very on much, espère, en tant que and participant, hopefully see you participer all à back ce again mouvement. in about half Donc, an hour. on Thank you. se Bye. voit d'ici Thank 30 you. minutes. Merci beaucoup.